Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable poids lourd de notre patrimoine, l'Arc de Triomphe. On va voir ensemble comment ce qui n'était au départ qu'une simple arche de pierre est devenu le cœur battant, émotionnel et politique de la France. Parce que soyons clairs, ce n'est pas juste un gros bloc de calcaire posé au bout de l'avenue des Champs-Élysées. C'est un miroir géant qui reflète tous les bouleversements de notre histoire. Alors pourquoi l'a-t-on construit? Par qui? Et comment a-t-il pu se métamorphoser à ce point au fil du temps? On y va? Mais juste avant de plonger dans le vif du sujet, j'ai une petite devinette pour vous. Quand on regarde la place Charles de Gaulle, l'ancienne place de l'Étoile, on y voit bien sûr notre majestueux Arc de Triomphe. Jusque-là, tout va bien. Mais saviez-vous qu'une structure totalement extravagante, pour ne pas dire complètement dingue, a bien failli être construite exactement à cet endroit à la place de ce chef-d'œuvre néoclassique? Et oui, accrochez-vous bien, on a failli avoir un éléphant géant. En 1758, un ingénieur du nom de Ribard a très sérieusement proposé d'installer ce qu'il appelait un éléphant triomphal en l'honneur de Louis XV. Imaginez un peu le tableau, une énorme bête en pierre, habitable, avec des jets d'eau qui sortent de sa trompe, de la musique qui résonne par ses oreilles et carrément une salle de bal à l'intérieur. C'est le jour et la nuit avec l'architecture militaire et super austère qu'on connaît aujourd'hui, non? Bon, pour le meilleur ou pour le pire, ce projet un peu fou a fini aux oubliettes. Allez, passons aux choses sérieuses, la construction, qui a duré pas moins de 30 ans. Alors, pourquoi ce monument a-t-il vu le jour et par qui a-t-il été voulu? Eh bien, tout commence en 1806, c'est Napoléon Bonaparte qui lance le projet. Son but, glorifier sa grande armée, un peu à la manière des empereurs romains de l'Antiquité. Sauf que sur le terrain, ça a été un vrai chaos. Regardez bien cette image de 1818. L'arc est inachevé, coincé là, entre les pavillons de la barrière de l'Étoile. À ce moment-là, le chantier est complètement à l'arrêt. Pourquoi? Parce que Napoléon est tombé. La monarchie est de retour avec Louis XVIII et les royalistes refusent tout net de terminer un monument qui célèbre l'impérialisme militaire. Du coup, les piliers sont restés là comme de vieilles ruines pendant de longues années. Si on fait un bond dans le temps vers 1830, avec cette vue plongeante depuis le sommet en plein chantier, on se rend tout de suite compte des dimensions colossales du projet. Le chantier a finalement été relancé, mais attention, plus du tout pour l'Empire. Cette fois, c'est pour célébrer une toute autre force, l'armée des Pyrénées, sous la Restauration. C'est un défi titanesque qui nécessite de lever d'énormes blocs de pierre. Et au final, ce n'est qu'en 1836, sous le roi Louis-Philippe, que le monument est officiellement terminé, avec cette fois une vraie volonté de réconciliation nationale. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est cette chronologie qui est juste incroyable. Rendez-vous compte, il s'est écoulé 30 longues années entre la première pierre et l'inauguration. Cette frise montre bien à quel point l'édifice a dû survivre à une véritable valse des régimes politiques. Chaque nouveau dirigeant a essayé de s'approprier le monument, en changeant les sculptures ou les dédicaces pour que ça colle à son propre récit. En fait, l'Arc de Triomphe, c'était un peu un panneau d'affichage géant pour le pouvoir en place. Et tiens, au passage, il y a un fait historique pas très connu mais absolument génial lié à ce chiffre. 511 000 francs. En 1810, Napoléon épouse Marie-Louise d'Autriche. Le problème, c'est que pour son entrée triomphale dans Paris, l'arc sort à peine de terre. Qu'à cela ne tienne. L'empereur ordonne de construire une maquette grandeur nature en charpente et en toile peinte. Cette petite folie visuelle a coûté une fortune absolue et a même provoqué une grève des charpentiers qui, vu l'urgence, en ont profité pour exiger de meilleurs salaires. Comme quoi, l'histoire parisienne assez constante. Ce qui nous amène à une évolution fascinante, le passage de l'Empire à la Nation. Alors, comment est-ce qu'on est passé d'un outil de propagande impériale à un symbole qui ressemble à la nation entière? C'est ce grand écart qui fait toute l'identité de l'Arc des Triomphes aujourd'hui. À la base, l'objectif était clair, faire du bruit, célébrer la guerre, les conquêtes et le génie militaire de quelques généraux à Austerlitz. C'était un triomphe martial. Mais si on regarde ce qu'il représente aujourd'hui, c'est tout l'inverse. C'est devenu l'incarnation des valeurs républicaines, un lieu d'hommage et un espace de deuil partagé. On l'a complètement glissé de l'arrogance militaire vers une vraie solennité républicaine. Et ce basculement, il a eu lieu à un moment très précis, le 30 mai 1885. Ce jour-là, pour les funérailles de l'immense écrivain Victor Hugo, le monument est spectaculairement recouvert d'un immense voile de crêpe noire. Et là, c'est une marée humaine. Des millions de personnes se rassemblent. On ne parle plus de militaires au garde à vous, on parle du peuple de France tout entier qui pleure l'un de ses plus grands esprits. C'est vraiment à cet instant précis que le public s'approprie totalement l'Arc de Triomphe pour en faire un hôtel civique. Et ce rôle d'hôtel va prendre une dimension tragique avec le temps. Avec les tragédies du XXe siècle, ce statut de lieu de recueillement s'ancre définitivement. Les pertes humaines inimaginables de la Première Guerre mondiale vont changer l'Arc à tout jamais. En 1920, on y installe la tombe du soldat inconnu, pour honorer la mémoire de 1,4 million de soldats tombés au combat. Puis, en 1923, on allume la fameuse flamme éternelle, qui est ravivée chaque soir sans aucune exception.
Le symbole est devenu tellement sacré que plus aucune armée ne passe sous l'arche aujourd'hui. Par respect absolu pour les morts, tous les défilés se divisent en deux pour contourner le monument. L'arc s'est littéralement transformé en mausolée national. Forcément, un lieu aussi chargé en histoire attire son lot de mythes. Et il y en a un qui donne un peu la chair de poule. Il concerne le célèbre relief qu'on appelle la Marseillaise. On raconte que le jour exact du début de la terrifiante bataille de Verdun en 1916, l'épée tenue par la figure de la République s'est mystérieusement brisée toute seule. Le gouvernement de l'époque a tellement paniqué à l'idée que les gens y voient un mauvais présage qu'ils se sont empressés de cacher la sculpture sous des bâches. Ça montre bien à quel point on considérait que cette structure de pierre respirait et souffrait au même rythme que les angoisses du pays. Ce qui nous amène à notre dernière question. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui ? Alors, que devient l'Arc de Triomphe de nos jours ? Eh bien, on est très loin d'une antiquité poussiéreuse. C'est devenu une véritable toile vivante, toujours au cœur de l'actualité. En 2021, par exemple, il a été transformé en une œuvre d'art éphémère colossale, entièrement empaquetée de tissu bleu argenté par les artistes Christo et Jeanne-Claude. En 2018, il a été l'épicentre et le point de ralliement lors du mouvement des Gilets jaunes, ce qui prouve bien qu'il reste un aimant ultra puissant pour les revendications politiques et sociales. Et bien sûr, chaque jour, imperturbablement, la flamme est ravivée. C'est ça sa nature aujourd'hui. C'est simultanément le cœur de l'art mondial, la cible des colères et le refuge perpétuel du recueillement. Alors, pour terminer ce décryptage, j'ai une question pour vous. Que vont bien pouvoir projeter les générations futures sur cette arche de pierre ? On a vu qu'il a failli être un éléphant fantaisiste, qu'il a été une fausse maquette hors de prix, puis un outil de propagande, avant de devenir le symbole du deuil collectif. Une chose est sûre, l'Arc de Triomphe n'est décidément pas un bâtiment statique. C'est un organisme vivant qui s'adapte et change de sens au gré des siècles. Le voyage est loin d'être terminé. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.